C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Après quelques jours de garde à vue à la brigade économique et financière BEF, l'activiste web Steve Amousou, alias Frère Onvi, sera présenté dès lundi 19 août prochain au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Son arrestation suscite diverses réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. À suivre en début de cette édition, les impressions de quelques citoyens béninois sur le sujet. Il est de plus en plus constaté une importante croissance des cyberattaques et des actes de cybercriminalité. Aujourd'hui, la toile numérique s'étend à un rythme effréné. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il urge de sensibiliser sur la protection des risques liés au numérique. C'est quoi une cyberattaque? Comment se manifeste-t-elle? Élément de réponse avec Abdel Farid Allé, spécialiste du numérique et de la cybersécurité. Hors de nos frontières, scandale financier à la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG. Une enquête diligentée par les militaires au pouvoir révèle un vaste détournement des recettes de la société par ses partenaires. Les pertes seraient énormes pour la SEEG, déjà en grave difficulté financière. On en parle dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous après quelques jours en garde à vue à la brigade économique et financière BEF. L'activiste web Steve Amousou, alias Frère Onvi, sera présenté dès lundi 19 août 2024 au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Bien connu pour ses chroniques acerbes contre le régime de la rupture, il pourrait être poursuivi pour outrage au chef de l'État, diffamation, dénonciation calomnieuse, cybercriminalité et autres chefs d'accusation. Avant lui, 2 de ses proches collaborateurs ont été arrêtés et poursuivis pour des faits de cybercriminalité, chantage au gouvernement et atteinte à la sûreté de l'État. Ces derniers, selon nos sources, seront jugés en octobre prochain. Parlons toujours de l'arrestation de l'activiste web Frère Onvi, laquelle arrestation suscite diverses réactions et commentaires au sein de l'opinion publique et même internationale. Interrogés sur le sujet, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés. Suivons ensemble. Je suis vraiment heureux qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on commence à parler d'arrestation et non de kidnapping. Sinon, quand moi j'entendais kidnapping, c'était quelque chose qui m'effrayait. Donc, le fait qu'aujourd'hui, qu'on dise que le frère Onvi a été arrêté et que se trouve dans les mains de la justice béninoise, ça me rassure. Je tire un grand chapeau à notre gouvernement, moi du président Patrice Talon, qui montre qu'effectivement, le Bénin, on ne dort pas, nous ne dormons pas, que nous sommes toujours ceux qui vivent. Si ce monsieur a été arrêté, bravo à Talon. Sinon, parce que comment un simple béninois digne du nom Bénin, va rester ici, comment dirais-je, dans un pays voisin et calomnier son pays, insulter son président. Pour le moment, on ne peut pas dire pour le quoi on l'a arrêté. On entend tous la justice de notre pays pour voir la vérité pour le quoi on l'a arrêté. Je voudrais simplement demander à notre justice d'essayer de faire son travail dans l'impartialité de la présidence, comme les rumeurs le disent, que notre justice fasse vraiment son travail. Si le frère Onvi a été arrêté, ça veut dire qu'il y a des plaintes contre lui. Ce que moi je veux dire, son arrestation, ça va faire tomber beaucoup de têtes, y compris les proches du pouvoir. Parce que les sources d'informations qu'on lui donnait, parce qu'il y avait certains de ses proches qui ont déjà été arrêtés depuis début août. Donc pour moi, même les proches du président Talon, il y a d'autres qui seront inquiets. C'est vraiment grave.
C'est la preuve que le Béninois est pimenté de trahison. Je l'annonce au sommaire de cette édition. Dans un monde où la toile numérique s'étend à un rythme effréné, l'essai intitulé « Protection des données personnelles et cybersécurité » émerge comme phare intellectuel éclairant les méandres complexes de la cybercriminalité et des enjeux liés à la confidentialité des données. Abdel Farid, auteur de cet essai, apporte quelques clarifications à ce propos. Suivez-le au micro d'Abdelkader Achirou. Depuis quelques années, dans le cadre de mon passage à Cotonou, j'essaie de rencontrer des acteurs pour identifier un peu les comportements face au numérique. Et il m'est arrivé de constater des pratiques qui ne sont pas saines, déjà dans mon propre entourage. Voilà. Oui. Donc à chaque fois, je dis à mes proches, non, fais pas ça comme ça, fais pas ça comme ça, fais pas ça comme ça. Quelques exemples très rapidement de pratiques pas très saines. Pas très saines. J'ai un téléphone, je ne mets pas de mot de passe. Si le téléphone est perdu, volé, celui qui récupère a accès intégral au contenu du téléphone. C'est dangereux. C'est ça. Deuxième cas, les téléphones comme les ordinateurs viennent avec des mises à jour de sécurité qu'il faut installer. Si je n'installe pas ces mises à jour de sécurité, l'appareil reste vulnérable. Et si, par hasard, quelqu'un réussit à m'envoyer, par exemple, un lien piégé et que je clique dessus, ça peut me permettre facilement d'infecter le téléphone. Oui, ça consomme de la data, mais il faut choisir. Quand on va vers le numérique, il faut aussi mettre le budget derrière, donc mettre à jour aussi les mises à jour de sécurité du téléphone et aussi bien des applications. Logiciels. Exactement, utiliser les dernières versions des applications et éviter aussi de télécharger des applications sur les sites non officiels. Aujourd'hui, c'est possible à la personne malveillante d'occuper une application officielle et de la modifier avec des programmes malveillants et la rendre publique. Donc moi je vais me vanter en disant, ah oui, moi j'ai l'application gratuite. Vous allez dire, oui, vous l'avez payé. Sauf que, généralement, quand quelque chose est gratuit, c'est qu'on a nous-mêmes le produit. C'est ça. C'est ça. Donc, faire attention aux sources où on récupère les applications pour les installer. Que les sources soient officielles. Alors, cet essai s'adresse à tout le monde. Il n'est pas fait pour des spécialistes. Oui. L'objectif, pour moi, c'était de rendre le message assez clair, transparent, fluide, pour que tout un chacun puisse se retrouver. Je me suis arrangé à faire en sorte que chaque chapitre puisse intéresser différentes populations. Typiquement, j'ai un chapitre où je rappelle un peu c'est quoi les données personnelles, comment les protéger. J'aborde aussi la thématique de la protection de l'anonymat. Donc pour certaines personnes, à certains moments, ont besoin de conserver leur anonymat. Donc comment le faire? J'aborde aussi la notion de la protection des enfants face au risque du numérique, plus en détail. Donc ça, typiquement, ça peut intéresser les parents. J'aborde aussi le sujet des élections et la cybersécurité. Comment est-ce que la cybersécurité peut impacter les élections, la phase avant, pendant et après. J'aborde aussi la thématique du rôle du conseil d'administration et la cybersécurité. Aujourd'hui, certaines entreprises, si elles sont victimes de cyberattaques, elles peuvent complètement fermer la porte. Donc, pour éviter ça, il faut que les dirigeants de l'entreprise puissent s'assurer que les bonnes mesures de sécurité ont été mises en place par les dirigeants de l'entreprise pour qu'en cas de survenance de cyberattaque, que l'entreprise puisse survivre et continuer par fournir les services. Alors, cet essai est disponible aussi bien en version papier qu'en version électronique sur les principales plateformes dans le monde, j'ai envie de dire, tout ce qui est Amazon, Fnac, Cultura. Aujourd'hui au Bénin, c'est disponible à la librairie Notre-Dame et aussi à la SONEC. Toujours dans le même registre, parlons du constat de la croissance exponentielle des cyberattaques, des actes de cybercriminalité et face aux tensions géopolitiques dans le monde ainsi qu'au développement de l'intelligence artificielle. Il urge de sensibiliser et de se sensibiliser au sujet de la protection des données et de la cybersécurité. C'est quoi une cyberattaque? Comment se manifeste-t-elle? Élément de réponse avec Abdel Farid Allé,
spécialiste du numérique et de la cybersécurité. Il s'exprime toujours au micro d'Abdelkader Achiro. Une cyberattaque va être une suite d'événements qui aura un impact très fort au sein de l'entreprise. Un exemple concret de comment ça marche, c'est généralement l'entreprise fait l'objet de ciblage. Donc on définit le profil de l'entreprise, on définit des contacts clés au sein de l'entreprise, on essaie de récupérer par exemple leur nom utilisateur, leur email. Sur cette base-là, des campagnes de phishing. Une campagne de phishing, c'est un mail préconçu qu'on reçoit dans notre boîte mail et qui nous invite à cliquer sur un lien pour gagner un cadeau ou pour nous attirer. Donc, en ne faisant pas attention à ça et en cliquant sur ce mail-là, ou même parfois, par mégarde, en installant des programmes qui sont mis en pièces jointes de ces mails-là, ces programmes peuvent activer des actions sur le PC et via ces actions-là, celui qui a envoyé le mail à distance peut prendre le contrôle de l'ordinateur et commencer par se propager au sein du réseau de l'entreprise et bloquer des accès à les données. Ce qu'on retrouve généralement, c'est ce qu'on va appeler des attaques par rançongiciel. C'est quoi un rançongiciel? Un rançongiciel, c'est un programme qui va s'installer sur un ordinateur et qui va verrouiller l'accès aux données. Donc vous ne pouvez plus rien faire. Et quand vous allez essayer de consulter ces données-là, on vous demandera de payer une rançon. Donc aujourd'hui, les criminels ne cherchent plus à détruire pour détruire, ils vont plutôt chercher à étudier les possibilités de récupérer une rançon. Cela se manifeste, on n'a plus accès à Internet, on n'a plus accès à des dossiers, les écrans peuvent devenir noirs. Voilà, peut devenir noir. On peut peut-être aussi recevoir des mails non sollicités. Imaginons par exemple que Abdelkader et moi nous sommes dans la même entreprise, mais nous sommes ennemis. On ne se parle jamais. Et bizarrement, un jour je reçois un mail d'Abdelkader avec un contenu où je me dis non, c'est pas normal. On ne se parle pas, on n'est pas ensemble, il m'envoie ça, c'est que quelque chose ne va pas. Parce que peut-être son compte a été utilisé pour lancer une campagne d'email généralisé et puis je suis récipiendaire de cet email-là. Et puis on parle religion à présent. Le divorce est la rupture officielle de mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes ou plusieurs en cas de polygamie. Quelle en est la portée dans la religion musulmane et quelles sont les conditions? Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe, apporte des clarifications à ce propos. Il s'exprime au micro de Nansérine Fatoumbi et Francis Farhani. Le divorce en islam, c'est finalement une solution pour deux unions qui finalement, leur union ne peut plus avoir un bon sens, ne cadre plus les lois de notre religion. L'islam nous a recommandé de se marier. Et le mariage en islam est une obligation ou du moins une adoration. Et cette adoration suit des conditions, des obligations, des piliers que chacun de ces deux partenaires doivent respecter. Alors, s'il y a eu le mariage, après avoir rempli toutes les conditions, la vie doit être normale comme ça se doit. Mais il peut y avoir des contraintes. C'est que ils se sont mariés et voilà que les conditions ne les permettent plus de rester ensemble. Il y a des difficultés lorsqu'ils vont insister à rester ensemble. Rester ensemble, ça va causer des problèmes à l'autre. L'islam nous donne finalement une autre solution de se séparer. Prenons par exemple un cas plus simple. Ils se sont mariés alors que leur union ne va jamais donner un fruit. C'est-à-dire, peut-être ils ne sont pas compatibles pour pouvoir donner des enfants. Mais on voit que si la femme laisse le monsieur
et se marie peut-être à tel sang ou bien à telle situation biologique, elle pourra faire d'enfants ainsi que aussi le monsieur. Si elles ont choisi de rester comme ça, peut-être ça peut créer des problèmes à l'un ou l'autre, ou bien l'homme peut-être finalement peut chercher autre solution ailleurs et que la femme ne pourra finalement pas le faire. Donc l'islam donne la paix ou bien la faveur à la femme de chercher à se remarier, tout d'abord à faire le divorce ici et à se remarier. Donc c'est une adoration que nous sommes finalement contraintes d'appliquer. Sinon, en réalité, le divorce n'est pas une chose qui est tellement aimée et tout le monde aussi essaie de l'éviter, mais qu'Allah nous préserve sur d'autres conditions ou bien situations que nous ne pouvons finalement pas maîtriser. Hors de nos frontières, scandale financier à la Société Générale, à la Société d'énergie et d'eau du Gabon, S2EG. Une enquête diligentée par les militaires au pouvoir a révélé un vaste détournement des recettes de la société par ses partenaires. Ceux-ci ont installé un réseau parallèle de vente de tickets prépayés d'électricité. Les pertes seraient énormes pour la S2EG, déjà en grave difficulté financière. Selon le directeur général de la compagnie, Joël Lehmann Sandougout, il s'agissait d'un piratage informatique. Jusqu'à mercredi, au moins 7 personnes étaient en garde à vue à la Direction générale des recherches du Gabon, en majorité des agents du service informatique de la S2EG. Ils ont détourné plusieurs milliards de francs CFA durant plusieurs années. Les premières découvertes montrent que cette fraude a entraîné un gouffre financier considérable. Les individus responsables encourent des sanctions sévères conformément à la loi. Selon une source proche de l'enquête, les présumés auteurs feraient pression pour que le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, stoppe la procédure en cours. Du Gabon, rendons-nous au Soudan où le Conseil souverain a annoncé jeudi 15 août 2024 la réouverture du poste frontière d'Adré qui relie le Soudan au Tchad pour une durée de 3 mois. Ceci afin de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Le gouvernement soudanais y avait coupé ses livraisons en février, accusant ses ennemis des forces de soutien rapide d'en profiter pour s'approvisionner en armes. Alors que la famine frappe au moins un camp de réfugiés à Darfour selon l'ONU. Le gouvernement soudanais avait interrompu les livraisons d'aide via ce poste frontalier en février par les paramilitaires, les forces de soutien rapide pour s'approvisionner en armes et en munitions. Cette réouverture sera accompagnée de mesures sécuritaires, précise le commissaire à l'aide humanitaire par intérim Othman Abderrahman Kodjli. Rappelons que la décision de rouvrir ce poste frontalier intervient en plein pourparlers de Genève autour de ce conflit qui dure depuis avril 2023. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.